Mickaël Darmon, bonjour. Bonjour. Vous êtes Bonjour journaliste politique, on vous connaît bien sur Radio J, mais vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres, et notamment en 98 de L'Après Le Pen et en 99 de Front contre Front avec Romain Rosso, c'était aux éditions du Seuil. Et bien entendu, nous allons parler de toute cette période politique dominée par la figure de Jean-Marie Le Pen, récemment disparu. L'Après Le Pen, c'était le titre d'un de vos livres. 60 ans de vie politique, il a tardé cet Après Le Pen. Quel personnage, comme il surplombe plusieurs décennies. Oui, on avait l'impression qu'à chaque fois, on pouvait commencer à écrire un Après Le Pen, mais enfin, en réalité, il était encore toujours là. À ce moment-là, lorsqu'avec Romain Rosso, nous menons cette enquête, qui était, lui, grand reporter à l'Express, que vous connaissez bien. Il était donc spécialisé dans la couverture du Front National. Moi, je le faisais pour France 2. Et en fait, on avait déjà compris à ce moment-là que le schisme, la scission commence à se préparer entre les maigretistes d'un côté et les Le Penistes de l'autre, sur, au fond, une base qui a continué ensuite à se solidifier, c'est-à-dire la difficulté de savoir dans quelle mesure ce parti pouvait un jour prétendre accéder au pouvoir. Et du côté du Bruno Maigret, issu du RPR, il y avait ce qu'il appelait à l'époque la culture de gouvernement qu'il fallait développer de manière à pouvoir prétendre à des responsabilités. Alors que Jean-Marie Le Pen, lui, voulait se cantonner dans une autre approche du combat politique, c'est-à-dire le témoignage, la provocation, le bouleversement. Mélenchon dirait aujourd'hui le bruit et la fureur. Eh bien, c'était lui qui déjà avait donc posé cette matrice-là. Et ça a été la matrice de la divergence entre les deux, de la scission, ce qu'a ensuite repris Marine Le Pen. Mais elle a réussi, alors que Maigret, Carlang, ils ont tous échoué. Lorsque j'en avais parlé avec Marine Le Pen, je lui disais, mais en fait, vous reprenez le programme de Bruno Maigret. Elle me dit, oui, mais moi, je n'ai pas trahi. Elle l'avait fait de l'intérieur, elle avait muté. C'était une dimension très importante, c'était de respecter la dimension clanique. Donc, après cette scission, on croit que l'après Le Pen est arrivé. Il y a effectivement une petite traversée du désert et on arrive effectivement au 21 avril. Le Nouvel Obs titre « Le Pen c'est fini » après les européennes de 99, tellement raté. 3 ans après, il est au second tour de la présidentielle. Couvrir le Front National, suivre Le Pen à l'époque, c'était pas évident. C'était une épreuve professionnelle. C'est-à-dire que il y avait la couverture de ce parti était très particulière parce que nous arrivions dans un terrain politique où nous étions décrétés, les journalistes, comme des ennemis. On était traités comme tel d'ailleurs. Dans chaque meeting, il y avait le quart d'heure consacré à insulter, à huer les journalistes, à faire en sorte, c'était Jean-Marie Le Pen évidemment qui instrumentalisait cela, montrer à quel point un système le rejetait et dans quelle mesure évidemment les journalistes, toujours évidemment contre le Front National, étaient les instruments de ce bannissement. Et donc, bien évidemment, c'était pas facile parce qu'il fallait aussi être capable de pouvoir affronter les militants, souvent chauffés à blanc, qui venaient nous insulter. Et puis, il fallait aussi trouver la bonne méthode de travail. Avoir des sources. C'était évidemment pas chez les adversaires du Front National qu'on ait à avoir des informations. Nos médias respectifs demandaient évidemment des articles, des sujets étayés avec des sources. Et donc la question était de comment parler avec les responsables du Front National, avec leurs cadres. Avec Romain Rosso, nous avions mis en place ce système qu'on avait appelé ni militant ni complaisant et qui faisait que nous traitions au fond un parti anormal de manière journalistiquement normale. Ce qui ne passait pas forcément bien dans la profession, où certains disaient non, il faut boycotter. C'était compliqué parce qu'effectivement, vous aviez une génération de journalistes issus du militantisme politique et donc qui faisaient de la couverture dans leurs médias respectifs du Front National. Il faisait de cela un combat politique. Nous faisions partie avec Romain et d'autres d'une génération où nous n'avons pas été des militants politiques et nous sommes arrivés sur ce parti avec un travail de décryptage et une démarche systémique. C'est-à-dire nous suivions tous les jours, tout le temps, ce parti-là, toute l'année, pas uniquement dans les grandes dates ou les grands événements. En ce qui concerne pour Jean-Marie Le Pen, les dérapages réguliers qui faisaient de l'actualité. On avait une couverture systémique, ce qui faisait qu'on a pu avoir au fond aussi tissé un récit autour des trajectoires, des stratégies
et mettre au jour justement les tensions qui existaient, les différentes chapelles qui existaient au sein du Front National. Est-ce que vous avez, parmi les cadres ou parmi les militants, subi des allusions antisémites, des paroles antisémites? Alors, personnellement, j'en ai pas beaucoup subi. Il se trouve que il connaissait mon parcours. Je suis arrivé sur la couverture du Front National en France pour France 2 après une dizaine d'années passées au Proche-Orient, notamment voilà, à couvrir aussi le soulèvement palestinien et la société israélienne. Il le savait, je m'en étais pas du tout caché. J'avais posé comme principe que justement, au moment d'ailleurs du boycott des villes gérées par le Front National, par les artistes, eh bien, on se souvient que Patrick Bruel avait été mis en cause par la presse d'extrême droite, en particulier par Présent. Et là, j'avais fait valoir que eh ben, moi aussi, j'étais de confession juive, j'avais vécu en Israël, j'avais travaillé en Israël, et que j'aurais une approche professionnelle et non militante. Ça a d'emblée, au fond, créé une autre relation. Et c'est vrai qu'aussi que mes années passées à l'étranger et arrivant en regardant ce parti qui bousculait la vie politique française, qui prenait en otage son discours, j'ai aussi assez rapidement vu à quel point, au fond, Jean-Marie Le Pen ne voulait pas vraiment le pouvoir. Il voulait se cantonner dans cet exercice de trublion, de provocateur et de paria. Son bonheur, c'était ça, c'était d'être le diable. D'être le diable, d'être le paria. Même autour de lui, on nous disait, vous savez, il a toujours voulu être un artiste, il aurait aimé être un danseur ou un chanteur. Et finalement, il était une vedette de showbiz. Il était une vedette du showbiz politique, avec, on sait, hein, son éloquence, sa faconde, sa grande culture classique et sa capacité aussi, volontaire ou pas, à provoquer, à dire des propos, tenir des propos sulfureux, provoquants et qui même ont été condamnés par la justice. Dans ces dérapages d'antisémitisme, que voyez-vous? Est-ce qu'il y avait vraiment une racine idéologique chez Le Pen, qui avait fréquenté Tix-Sévigny-en-Cour et qui avait baigné dans ces milieux-là? Ou bien est-ce que c'était simplement aller vers le plus choquant pour avoir le plus d'écho? C'était une combinaison justement de ces deux approches. Il y avait bien évidemment, ça trempait dans l'encre, je dirais, de l'antisémitisme à la française, de la tradition de Drummond, puis ensuite de la collaboration des pétainistes et de ces nostalgiques. Bien évidemment, c'était sa génération, son champ, je dirais, sa boutique idéologique. Et ensuite, il y avait effectivement une utilisation de ces moments-là et de ces propos, parce qu'on avait remarqué justement avec Romain Rousseau, ça nous avait servi pour les livres, on avait remarqué des proximités, des concomitances entre le moment où ces dérapages étaient formulés et d'autres moments, c'est-à-dire des moments de tentative de rapprochement avec la droite classique. Il y avait une fonction politique. Il y avait une fonction politique parce que ça venait retendre les positions, ça venait remontrer à quel point il était infréquentable. Et en cela, il respectait, ce qu'on m'a expliqué après, des deux côtés, je dirais, il respectait une forme de pacte tacite avec François Mitterrand, dont on se souvient que c'est lui qui est à l'origine de l'existence politique et médiatique et politique puisque il donne consigne à la télévision publique en février 1984 de faire passer Jean-Marie Le Pen à la télévision dans la grande émission politique de l'époque, l'heure de vérité avec François-Henri Virieux et d'autres chroniqueurs célèbres. Et ce jour-là, quand il passe à la télévision pour la première fois cette grande émission de grande écoute, eh bien, c'est l'explosion médiatique et politique. Et Le Pen va embêter la droite, empêcher la droite d'être majoritaire. Il va empoisonner la droite. Ça va être une injection par François Mitterrand, dont le projet était de diviser, on s'en souvient, la droite. Nous sommes dans les années 80, il a des difficultés dans son premier mandat, on s'en souvient parfaitement bien. La stratégie est de diviser la droite, d'ostraciser, de frustrer un Jean-Marie Le Pen, dont il avait, lui, la conviction qu'en fait, il voulait venir à la table du pouvoir, mais il a mis de côté. Et de ce point de vue-là, il a injecté un poison dans la droite, au sein de la droite, qui a continué à faire son chemin, puisque tout le temps la droite, on l'a bien vu, a été tiraillée entre répulsion, rejet et attirance vers les idées et les thématiques du Front National. Marine Le Pen a changé profondément les choses quand elle vient ou quand ses proches viennent dire nous sommes maintenant le parti qui protégera le mieux la communauté juive. Est-ce qu'il y a de l'arnaque, de l'enfumage, ou est-ce que c'est vrai? C'est une sincérité.
il faut le dire, c'est une sincérité parce que ça fait déjà des années, au moment d'ailleurs où Marine Le Pen n'était pas encore vraiment commençait à peine à avoir des responsabilités au sein du Front National. C'était à partir du 21 avril 2002, on s'en souvient, lorsqu'elle commence à aller sur les plateaux de télévision pour défendre son père et raconter ce qui se passait. On commence un peu à la voir. On a beaucoup de discussions avec elle. Il faut juste rappeler qu'elle était rentrée dans la direction du Front National parce que, en tant qu'avocate de profession, elle avait aussi du mal à exister avec le nom Le Pen, ce qui était un peu le cas aussi des autres filles, mais elle, précisément, dans sa profession. Et elle vient à la demande de son père pour, je dirais, nettoyer les écuries d'Augias et en particulier démaigrétiser le parti en tant que responsable du service juridique. Puis, elle commence à prendre des responsabilités politiques. Et là, on commence à parler avec elle et est-ce qu'elle nous dit, d'emblée, alors elle est toute jeune, elle dit l'antisémitisme n'est pas mon combat. Moi, c'est l'islamisme. Moi, je trouve que elle me l'a dit, le grand problème, c'est l'islamisme, c'est pas l'antisémitisme. Ah oui. Et de ce point de vue-là, elle se démarquait d'emblée de son père. Elle disait aussi, je ne changerai jamais la loi Veil sur l'avortement. Et, puisque c'était une des polémiques du moment, elle disait, je considère que le rap, c'est de la musique. À l'époque, Jean-Marie Le Pen avait lancé une polémique en disant, le rap, ça n'est pas de la musique, avec le maire de Toulon. Donc, de ce point de vue-là, d'emblée, elle posait des matrices de différenciation. Et le matin du congrès de Tours en 2011, lorsqu'elle va prendre la présidence du parti à la suite de son père, je l'interviewe à ce moment-là sur France 2 et elle me dit nous allons passer maintenant du témoignage à la conquête vers le pouvoir. La fête menée par l'extrême gauche au soir de la mort de Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce qu'elle nous dit plus sur Jean-Marie Le Pen ou plus sur l'extrême gauche? Elle nous dit beaucoup plus sur l'extrême gauche. Elle nous dit sur une extrême gauche qui, au fond, n'a jamais eu la bonne lecture en ce qui concerne l'électorat du Front National, puis du Rassemblement National, c'est-à-dire l'électorat populaire, qui a été abandonné par cette extrême gauche, qui depuis bien des années maintenant, on le sait, préfère se consacrer beaucoup plus à la défense des identités, des communautés, plutôt que de la justice sociale et la défense de l'ouvrier. D'ailleurs, cela fait des années que le Front National, puis Rassemblement National, est considéré comme le premier parti ouvrier de France. C'est Pascal Perrineau, le politologue, qui en 1995 met au jour ce concept du gaucho-lepénisme, où on voit des bataillons d'électeurs socialistes et communistes passer au Front National. Et pendant ce temps-là, Mélenchon devient une sorte de successeur de Le Pen pour la provocation, l'antisystème, la diabolisation. Alors il restera ce fameux dessin de Plantu qu'il a fait dans l'Express dans l'Express et le lendemain donc, de la mort de Jean-Marie Le Pen, en disant Le Pen n'est pas mort et en mettant côte à côte Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon avec des propos qui peuvent se rejoindre. Oui, il est vrai que aujourd'hui, clairement, on le sait, les politologues l'ont mis au jour depuis longtemps, eh bien c'est l'extrême gauche qui aujourd'hui récupère la démarche vraiment d'antisémitisme et même considéré par les Français comme un parti plus dangereux que le RN. Michael Darmon, donc l'après Le Pen, aux éditions du Seuil, comme Front contre Front, et puis plus récemment, Le Pape et la Matriarche sur Golda Meir et le Vatican. Merci beaucoup, bonne journée. À bientôt.